Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être là et de nous rejoindre pour ce nouveau rendez-vous en ligne du Gaktekipu. Pour ce quatrième et dernier rendez-vous du Gaktekipu, nous avons le plaisir de recevoir ce soir l'artiste Teko Wayana Tiwan Kuchili, qui nous rejoint depuis la Guyane française, et l'artiste Simchen Kendi McGilton, qui nous rejoint depuis l'Alaska. Elles sont invitées aujourd'hui à échanger sur la place qu'occupent dans leur travail créatif la préservation des savoir-faire et des connaissances basées sur la tradition. La rencontre entre ces deux artistes sera modérée par Damien Kunik, conservateur responsable des collections Asie au MEG. Je m'appelle Lucie Monod, je suis conservatrice-restauratrice au MEG et je vais introduire brièvement cette rencontre. Quelques détails techniques pour commencer. La rencontre entre les deux artistes se fera en anglais et en français, avec interprétation simultanée. Vous êtes invité à cliquer sur le globe qui se trouve en bas de votre fenêtre Zoom si vous voulez suivre la rencontre soit en français, soit en anglais. Ou si vous souhaitez tout simplement désactiver l'interprétation pour la suivre dans les deux langues en même temps. Si vous avez des questions techniques, n'hésitez pas à utiliser le système de Q&R qui se trouve aussi en bas de votre fenêtre Zoom. Et vous serez aussi invité à poser ainsi des questions aux artistes qui leur seront retransmises dans les 10 dernières minutes de la rencontre. Enfin, si vous nous rejoignez sur Facebook et que vous avez des questions, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en commentaire qui vous emmènera directement sur Zoom. Comme c'était le cas pour les 3 réunions précédentes, ce rendez-vous du Gaktekipu s'inscrit dans le cadre de l'exposition actuellement présentée au Musée d'ethnographie de Genève qui s'intitule « Injustice environnementale, alternative autochtone ». Cette exposition, nous vous invitons à venir la visiter jusqu'au 21 août 2022. Les artistes invités à participer à ces rendez-vous sont tous des artistes dont des œuvres sont exposées dans cette exposition. Pourquoi cette rencontre? Ces rencontres s'appellent les rendez-vous du Gaktekipu. Normalement, ça doit marcher et ça ne marche de nouveau pas. Excusez-moi. Ils s'appellent les rendez-vous du Gaktekipu car ils prennent place virtuellement sous une œuvre monumentale installée au-dessus d'un espace de rencontre en fin d'exposition. L'œuvre s'intitule Gaktekipu. Il s'agit d'une œuvre collaborative de Maret Anesara, artiste sami de Norvège, et de Cecilia Vicuña, artiste diaguita du Chili. Inspirée des quipu andins, l'œuvre est réalisée à l'aide de gakti, des vestes mi-longues sami. Cette installation a été complétée en 2021 avec des vêtements traditionnels des peuples autochtones de Sabah en Malaisie et par une œuvre de l'artiste Simchen Kendi McGilton que nous recevons aujourd'hui. Tout comme cette œuvre relie les histoires des luttes autochtones à travers le monde, l'idée de ces rencontres est de tisser des liens entre les artistes et le public. Je vais maintenant brièvement vous présenter l'exposition en images avant d'introduire les deux artistes invités aujourd'hui. L'exposition Injustice environnementale alternative autochtone s'appuie sur 2 constats. Les peuples autochtones représentent 6% de la population mondiale et pour nombre d'entre eux, le changement climatique est plus que jamais une réalité. Malgré leurs différences culturelles, ils partagent des préoccupations communes concernant la reconnaissance de leurs droits collectifs. Deuxième constat, les faits démontrent que lorsque les peuples autochtones prennent soin de leur environnement, la biodiversité est mieux protégée. Beaucoup d'entre eux partagent une éthique du soin et de la réparation, mise en œuvre au quotidien pour réparer des objets, mais aussi pour prendre soin des rivières, des forêts, des océans. Et ils se mobilisent des savoir-faire continuellement renouvelés qui englobent la connaissance des langues, des plantes et la spiritualité.
Humains et non-humains ont des responsabilités réciproques les uns envers les autres. Et dans cette optique relationnelle, un saumon, une rivière, un arbre ou une montagne sont des partenaires animés. Les peuples autochtones revendiquent l'important rôle qu'ils peuvent jouer dans la recherche d'alternatives afin de protéger les ressources naturelles pour les générations futures. Lorsque les équilibres ne sont plus maintenus, c'est la crise qui s'installe, la destruction continue des sols et les émissions causées par l'exploitation des ressources accélèrent la crise climatique qui, à son tour, accélère la dégradation des terres. De nombreux peuples autochtones affirment vivre toujours aujourd'hui dans une relation de type colonial avec les États dans lesquels ils se trouvent. Sans les avoir consultés préalablement ni avoir obtenu leur consentement, ces États donnent souvent la priorité à des activités de développement économique, telles que l'exploitation minière ou des projets hydroélectriques, sur des terres traditionnellement occupées par des peuples autochtones. Et c'est sur un temps de la rencontre que se termine cette exposition, en invitant le public à voir, à entendre et à écouter des témoignages d'experts et d'artistes autochtones. Et pourquoi pas, à prendre ensemble position en s'alliant aux peuples autochtones pour tisser un avenir commun, fondé sur des valeurs du soin, de la réparation, de la responsabilité à l'égard de toutes les formes du vivant. Et c'est aussi un moment de rencontre auquel nous vous invitons maintenant, dans ce rendez-vous d'artistes. Celui-ci est inédit. Il a pour titre Tradition, savoir-faire et création, autour desquels sont invités à échanger deux artistes engagés, Tiwan Kuchili et Candy McGilton. Tiwan Kuchili est une artiste plasticienne qui vit à Macoria, proche de Cayenne, sur le littoral atlantique de la Guyane française. Fille et petite-fille de chamans de tradition Teco et Wayana, elle a grandi sur les berges de la rivière Tampok, au sud-ouest du pays. Pendant son enfance, elle a été nourrie par les récits des anciens. Et aujourd'hui, elle est non seulement sculptrice, mais aussi conteuse. Dans sa création contemporaine, Tiwan Kuchili s'inspire tout particulièrement des ciels de case traditionnels. Elle est la première femme teco, peintre sur bois. Pour l'exposition Injustice environnementale alternative autochtone, Tiwan Kuchili a réalisé une grande œuvre sur bois intitulée Titunkai, qui signifie déforestation en Boyana. Cette œuvre est exposée dans une vitrine consacrée à la conquête de l'or et à la colonisation des Amériques. Elle est placée en regard de deux ciels de case anciens, issus des collections du Meg. Ce type de ciel de case était placé au plafond des maisons traditionnelles. Dans l'œuvre Titunkai, Tiwan a représenté la forêt amazonienne de Guyane et elle y dénonce les conséquences sanitaires de l'exploitation des territoires. Au centre sont peints les arbres de la forêt intacts et debout, alors que sur les parties latérales, on peut voir une forêt détruite, des arbres brisés. Dans ce tableau, Tiwan dénonce deux formes d'exploitation de la forêt amazonienne. La première, la déforestation, qui est essentiellement due au chantier d'orpaillage clandestin, et la deuxième, celle de la contamination au mercure des cours d'eau et des animaux. Aux côtés d'animaux réels ou mythiques, Tiwan a inscrit des nombres et l'unité de mesure de microgrammes par gramme qui quantifient la présence de mercure. Si les taux sont fictifs, la contamination au mercure des eaux amazoniennes est quant à elle bien réelle. Dans ses œuvres, Tiwan réinvente tout en s'inspirant des graphismes traditionnels de sa culture, comme des motifs de vannerie, de perlerie et des peintures corporelles.
Elle utilise des techniques de peinture à base de terre colorée propres à la réalisation des ciels de cases, et son travail dénonce les désordres sociaux et écologiques qu'endurent les communautés amérindiennes de Guyane, au premier rang desquelles la pollution des eaux ou l'imprégnation au mercure. Oh, pardon. Il y a quelques exemples de ses travaux. Candy Mangilton est une artiste tsimshiane qui est née et qui vit à Metlakatla, sur l'île Annette, dans le sud-ouest de l'Alaska. Candy est une artiste vannière qui réactive le style de l'art vannier tsimshian de l'île d'Annette. Pour l'exposition Injustice environnementale alternative autochtone, Candy a créé 5 magnifiques paniers, ainsi qu'une natte intitulée Natte de fronde au saumon. Toutes ces œuvres ont été réalisées avec de l'écorce de cèdre rouge et 2 des paniers sont décorés avec des fibres d'alpiste des Canaries et des tiges de fougère aldeanthum. Toutes les 3 des espèces végétales locales en Alaska. Ces paniers ont pour fonction de servir à la récolte de ressources alimentaires comme des petits fruits, des algues et des coquillages. Tout comme ces produits sont récoltés de manière durable et responsable, les matières premières que sont les fibres végétales sont elles aussi collectées avec attention et respect pour l'environnement. En 2015, Candy Mangilton a cofondé la Hayek Foundation avec David Robert Boxley et Gavin Hudson. La mission de cette association à but non lucratif est de préserver, promouvoir et revitaliser le Smalger, la langue des Tsimshian, avec l'aide et l'appui d'aînés et d'aînées, derniers locuteurs courants de cette langue, en danger de disparition. En 2017, la Fondation Hayek a collaboré avec le Smithsonian Center pour les études arctiques en Alaska pour créer un manuel de vannerie bilingue en langue tsimshian et en anglais, afin de documenter à la fois les gestes et les techniques de la vannerie tsimshian, avec le vocabulaire qui s'y rattache. Enfin, Candy pratique aussi l'art textile du perlage, dans lequel elle combine tradition et modernité. Elle a réalisé pour le MEG un magnifique sac pieuvre sur lequel elle a choisi de représenter une abeille, entourée de fleurs des Alpes suisses. C'est sa lettre d'amour pour Genève et c'est son appel à la protection de l'environnement, l'abeille étant un animal essentiel à la préservation de la biodiversité. Le tout premier sac de Candy est aussi exposé au MEG. Elle en a fait don à l'installation de Mareta Nessara et Cecilia Vicuña. Et il fait maintenant partie du Gakte Kipu, cette œuvre qui nous réunit ici aujourd'hui et qui noue les histoires des peuples autochtones à travers le monde. Et c'est sur cette image que je vous laisse maintenant et que je laisse la parole à Tiwan, Candy et Damien. Je rappelle que pour poser des questions, n'hésitez pas à utiliser le système QR qui se trouve en bas de la fenêtre Zoom. Elles seront retransmises aux artistes dans les 10 dernières minutes de la rencontre. Je vous souhaite un beau moment à tous. Et j'arrête de partager mon écran. Voilà. Voilà, merci Lucie. Merci à Candy, merci à Tiwan d'être présente ce soir. Ça nous fait extrêmement plaisir de les accueillir. J'apprends à l'instant par la régie, comme on dit, que Tiwan a des problèmes de connexion. Donc, je suggère qu'on commence cette rencontre, cette soirée pour nous en Suisse avec Candy. Donc, oui, je parle français ce soir. Et comme le disait Lucie, la thématique de la soirée, la thématique de la rencontre est cette question de tradition, savoir-faire et création. Rencontre entre 2 artistes autochtones engagés. J'espère que l'une des 2 pourra se joindre à nous rapidement. Je vais donc commencer. J'avais des questions introductives pour que les artistes invités, Candy et Tiwan, puissent nous parler d'elles avant qu'on parle de la thématique de la soirée. Une première question ou 2 questions à Candy, 2 questions introductives. La première est de savoir, à titre personnel, à titre véritablement individuel, quelle est votre relation, Candy, à votre art
ou aux arts que vous pratiquez. Et de manière plus générale, est-ce que vous pouvez nous parler de votre lien personnel aux éléments de votre tradition qui nourrissent votre art? Euh, Hello, vous everybody. m'entendez là? I guess the personal connection for me would be my great grandmother was a weaver, and I actually didn't find that out until after I had begun weaving. So that's a very meaningful thing for me because I didn't think I had weavers in my family. And the way I came about learning was I sort of just thrust myself at some weavers and said, I would like to learn how to weave because I know that this art form is unique to Metlakatla. And I really wanted to make sure that I was able to not only learn this traditional art form, but to have that connection to my home. So that's very personal to me. Merci beaucoup. Thank you very much for this answer. T1, est-ce que vous nous entendez? Oui, oui, je vous reçois très bien là. Ça va. Magnifique. Au début, je n'entendais pas, mais là, ça va. OK. Alors, voilà. Est-ce que, voilà, je posais la question à Candy à l'instant de savoir quelle était pour vous votre relation à votre art, quelle est la relation personnelle qui vous unit à votre art et comment cet art, cette relation explique ou comment les traditions de votre art expliquent le développement de celui-ci dans votre pratique. alors bonjour, bonjour à tous déjà et merci de m'avoir donné un peu de la parole. Alors, j'explique parce qu'en fait, l'art traditionnel tel que je fais là maintenant sur moi, en tant que femme, c'est au début c'est vraiment dur en fait parce que bon c'est le travail que je fais, c'est le travail qui pratiquaient des hommes de certain âge et que il y a toutes ces croyances qui est derrière tout cela. Donc du coup quand on était un jeune homme, on pouvait pas les toucher. Il fallait que ce soit un homme de certain âge qui les fabriquait. Et sachant que moi, je suis arrivée dedans parce que, bon, c'est parce que j'ai beaucoup aimé toutes les traditions orales parce que l'Amérindien fait des Guyanes fait en sorte que ils n'ont pas d'écrit, donc tout se base par l'oralité, quoi. Donc, du coup, c'est par la génération en génération que tous les savoir-faire s'est transmis. Et c'est comme ça que moi, quand j'étais plus jeune, je suis tombée dedans. Et par rapport à ce que maintenant, plus tard, quand de ma communauté, quand ils voient que j'ai vraiment beaucoup travaillé pour que je puisse donner une autre version des mythes qui est basée maintenant sur des choses réelles. Alors, au début, c'est un travail qui a été fait plutôt sur des mythes, sur des contes. Et maintenant, quand je le pratique, moi, maintenant, ce que je parle aussi des choses qui sont réelles. Et ça, c'est tellement magnifique. Aujourd'hui, ma communauté comprenne que c'est aussi à travers tous les tableaux que j'ai fait, c'est aussi montrer les dangers, c'est qu'on rencontre aujourd'hui. Donc, du coup, j'ai été sollicitée par beaucoup de communautés à moi et ils m'ont dit que ben, maintenant, c'est vraiment magnifique ce que tu fais parce que à travers l'art, je me suis permis à parler des problèmes et qu'au départ, c'était plutôt c'était un art où on ne pouvait pas les toucher, on avait ça dans la maison qui protégeait et à la suite de ça, maintenant, c'est sorti sous forme de tableaux d'actualité, quoi, de tout ce qui se passe aujourd'hui et c'est ça que je permets de montrer à tout le monde. Et je pense que j'ai répondu à la question. Vous y répondez abondamment et vous soulevez énormément de pistes de réflexion pour nous.
Candy a eu, je pense, la traduction de votre réponse. Plein d'éléments que vous donnez là, la question de votre identité féminine dans un art plutôt masculin, la question de l'apprentissage, la question de la réception de votre art dans votre communauté. Candy, est-ce que vous souhaitez réagir à ça? Est-ce que des éléments soulevés là vous interpellent en particulier, que ce soit du point de vue de l'apprentissage technique, du point de vue de la réception de votre activité artistique dans votre communauté? I think it's really interesting that she's picked up this art form that was traditionally only done by men. I think it's quite admirable, honestly. I like to think that in today's day and age, we shouldn't have to limit the art forms, especially these types of things like oral traditions, to one sex or the other. I think it's really neat that she's a storyteller through her artwork. We have similar things here, but it's more through song and dance. Like in the feast hall, we use that space to tell our stories, to tell our histories through song and dance. And so it's really fascinating to me to learn that Tiwan does this through her art. I think that's really cool. Et en termes de... Enfin, il y a tant de choses à dire. En termes d'apprentissage, Candy, pour vous, d'apprentissage technique de votre art, comment ça vous est venu? Quelle démarche avez-vous faite pour apprendre ce que vous faites? À moi? Like I said, I didn't have anybody in my life at the time who was a weaver. Like I didn't have aunties and uncles or grandmothers who were weavers. So I had to seek them out. And the very first person I saw, her name was Dina Nelson. And she took me out into the woods. She showed me how to harvest cedar bark. She taught me how to make my very first hat. There's Caroline Lucky, who was in that same moment in time in my learning. And through some friend connections, I was introduced to Holly Churchill, who is a Haida weaver. And again, I just threw myself at her saying, I want to learn how to weave. And she was like, yeah, come on over. I weave every day. And quickly she realized that I sort of wasn't getting it. And she realized that I wasn't quite weaving the way I ought to be, which is the Annette Island style that I weave now. And she introduced me to her mother, Dolores Churchill, who's an amazing weaver also. And she had learned how to weave from the weavers in Metlakatla back in the 70s, Flora Mather in particular. And so she taught me how to hone these skills that I've learned over the years, both her and Holly. And it's been an amazing journey. There's just so much to learn from them. And I feel like I'm just barely scratching the surface. When it comes to my beadwork, I'm a self-taught beader. I started out wanting to learn how to bead with my friend Ariel Leask. We made our first octopus bags just winging it, basically, the one that you see on display with Maret. And I've just been practicing that ever since. I just fell in love with working with my hands, and I knew that that's what I wanted to do for the rest of my life. Merci infiniment pour votre réponse. Je profite, excusez-moi Tiwan, je ne cherchais pas à vous interrompre avant, mais des fois je perds la connexion, donc j'en profite pour poser une question à Candy. Pour vous, de votre côté, comment s'est passé l'apprentissage de votre, on peut dire, éducation artistique? Alors, l'apprentissage s'est fait
très, très jeune, en fait. Alors, pourquoi au début, c'était pas dans le... au début, je n'étais pas vraiment pour que les choses qu'on les faisait chez nous reviennent. En fait, c'est que très, très jeune enfant, c'est que je prenais la peinture ou les crayons, c'était pour faire les paysages, en fait. Et après avoir fait pendant 2 ans à peu près les dessins, les paysages, tout ce que je voyais, je les dessinais parce que dans la forêt, là où j'étais, il n'y avait pas de téléphone, il n'y a pas de télé, il n'y avait rien du tout et j'avais juste crayon à papier. Et entre mes 11 ans et 14 ans, je dessinais beaucoup. Donc, je voyais les paysages. Et donc, du coup, à un moment, sachant que dans le village, ce sont des carbets ouvertes, donc n'importe qui pouvait passer, donc ramasser toutes les affaires que j'avais, donc les cahiers où j'avais tous les dessins. Donc, ça m'a été volé. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait avec. Et quand j'étais montée dans ce village après, je n'ai pas trouvé tous les dessins que je faisais pendant 3 années. Et je me suis dit, après que plus tard, je me suis dit, bon, ben, pourquoi pas dessiner des choses traditionnelles de chez nous. En fait, c'est parti comme ça. Et je ne pensais pas aujourd'hui que ça allait faire un gros, gros travail que je continue dans ce sens. Et tous les dessins qui figuraient sur les ciels des cas, ça s'appelle, donc des malouanas, donc les supports ronds, et avec les motifs des monstres protecteurs qui est vraiment intégré dans ces tableaux, qui est censé de protéger des mauvais esprits. Alors, c'était ça les tableaux. Et donc, à côté de ça, c'est que, bon, quand j'ai commencé, c'était sur un papier. Et après, j'ai mis sur un morceau de bois. Et après, je me suis dit, bon, c'est là, ça me fait déjà à l'âge de 17 ans, c'est à l'âge de 17 ans que j'ai vraiment commencé à réaliser donc le ciel des cas, qu'on appelle ça, mais avec des peintures faciales qu'on trouvait dans ma communauté chez les Téco. Donc, c'est-à-dire, pour se faire belle chez nous, c'est plutôt des peintures faciales dont on trouve encore aujourd'hui sur le ciel des cases. Il y a des petits morceaux qu'on le trouve. Mais ça, c'était des hommes ou des femmes ornés de peintures corporelles. Donc, je suis partie comme ça. Et à fur et à mesure que je dessinais, que je faisais de nouveautés avec. Et donc, du coup, je me dis, ben, pourquoi pas, sachant qu'une grand-mère qui m'avait toujours parlé des symboles, des traditions Wayana, des traditions Téco, qu'est-ce on faisait avec ça dans les temps, etc. Donc, ça m'a donné encore plus envie de montrer des choses. Donc, du coup, mais dans mes tableaux, il y avait les tableaux donc, concernant le ciel des cases, toujours dans le rond, qui concernaient donc dans ma communauté, donc je suis je fais partie de la communauté Téco. Donc, je prenais tous les dessins que je présentais sur les tableaux, mais les dessins que j'ai présentés sur les tableaux présentaient plutôt des chants sacrés. Qu'on y chante une fois dans la vie d'une jeune fille lors de ses premières règles. Donc, ça aussi, ça me renvoie sur nos traditions. Et à côté de ça, donc, du coup, je me suis dit, bon, pour les Wayana, maintenant, je vais faire les monstres gigantesques qu'on voit à double tête. On voit d'ailleurs dans la salle exposée, il y a des monstres à double tête avec beaucoup de piquants. Et ça, c'est vraiment, c'est un monstre protecteur. On dit que dans les temps, il existait et que le fait de représenter de la même dessin et le fait de le mettre après de chez soi, c'est qu'il est censé de protéger la maison. Et donc, pour faire ça, c'est qu'il faut du bois. Il faut qu'il y ait une résine qu'on les fait brûler. C'est l'encens qui fume. On le récupère. Je le récupère avec une marmite que je ne veux plus. Donc, je récupère les cendres de fumée noire qui va se poser dans les marmites et avec une résine de bois fraîche, je vais chercher ces noirs du fond, je vais récupérer pour mettre sur le plateau du bois. C'est ça, en fait, qui donne l'aspect
noir, couleur noire dessus. Et après, donc, une fois que je finis ça, c'est que je dessine, après, je dessine. Et je prends le couteau, je travaille beaucoup avec le cutter. Donc, j'ai fait un petit trou partout et j'ai rempli de couleurs. Et c'est ça qui montre donc les couleurs bien carrées ou bien triangles, etc. Parce que c'est travaillé, en fait, c'est une sculpture, mais vraiment fin, parce que c'est coupé, le bois, il est taillé, en fait, pour mettre tout cela. Et tout cela, donc, pour faire ces bois-là, qu'est-ce qu'on a besoin comme matériel? Le bois, il n'est pas vraiment traditionnel tel qu'on le dit dans les temps. J'essaye de travailler à peu près un peu d'aspect traditionnel, mais il n'est pas vraiment traditionnel le fait qu'on travaille avec la tronçonneuse. Donc, pour faire ça, il faut aller dans la forêt, repérer du bois, il faut les couper, de les faire sécher. Une fois que le bois est sec, il faut le raboter, donc de faire fin. Et à la fin, il faut qu'il y ait une disque qui tourne dessus, qui donne le vraiment lisse, quoi. Le bois est lisse. Et après seulement qu'il y a tous les dessins qui viennent par-dessus, le coloriage, etc. Et voilà, je ne sais pas si je réponds. Je réponds à la question. Oh oui, non, c'est absolument passionnant de vous entendre. Vous abordez plein d'éléments. Peut-être pour deux choses. Vous évoquez d'abord, évidemment, le rapport aux matières naturelles, votre nécessité de trouver des matières naturelles dans votre cadre de vie, dans votre environnement. Vous parlez aussi d'un renouvellement de la tradition, l'usage d'outils modernes ou contemporains, l'électricité, vous disiez rabot, tronçonneuse. Pour Candy, je dirige la question vers Candy maintenant. L'influence de la tradition est évidemment importante, mais est-ce que vous avez, Candy, le sentiment de faire l'usage d'outils modernes ou de renouveler une tradition technique? Et aussi, quel est votre rapport à la matière première qui fait le cœur de votre travail artistique? I absolutely use modern tools. I don't think that my ancestors in this day and age would continue to use seashells to cut the bark into their strips. I think if they had the tools that we have today, they would absolutely use them. That being said, the materials that I use, those are all traditional. I use all red cedar in my weaving because here on the island, we don't have very many yellow cedar trees that grow nice and straight and tall and big like we do our red. So that's the one thing that really separates the Annette Island style basket weaving from everybody else on the coast. We also use canary grass and maidenhair fern. That it's a very Tlingit inspired art form here, whereas the Canadian weavers, Tsimshian weavers, didn't really use a whole lot of decoration on their basket. They were definitely utilitarian. Everything had a purpose, but when we moved here to Metlakatla, Alaska, because the ladies were allowed to continue their weaving to sell their baskets in the gift shops, they were highly influenced by the neighbors, the Tlingit and the Haida, and they quickly adapted to making really intricately, beautifully designed false embroidery baskets that could sell. And so that really, that style of weaving has really continued on through the years up until the 1970s. And then that style kind of just was sort of fading away. Today we use modern dyes to dye our bark instead of nails or berries. Those colors tend to fade a lot faster. And you can see that on the older pieces. So there's a lot of modern tools that we use. I use it's called a jerry stripper. It's just this little device that has, 20 blades on it where I can just pull my bark through really easy and get really nice thin strips that are consistent for weaving.
knives, scissors, that kind of thing. One of the traditional tools that I still use is a bone awl, and that's to make my weaving a little bit tighter after every row. I don't see my ancestors not using these modern tools. I think it's kind of laughable for somebody to say, oh no, they wouldn't use that. That's cheating. Like, no, it's not. They would absolutely use these things. Et en termes de... Non, vous répondez, Candy, à la question, évidemment. Je retourne la question vers Tiwan. Comment, dans votre communauté, est perçue cette modernisation des pratiques artistiques? C'est très riche. Hein? Je n'ai pas trahi en quelque sorte les traditions parce que c'est toujours en fait la tradition qui est partie autrement. C'est à la base de techniques anciennes et qui est partie sur des choses, l'actualité, c'est qu'on vit aujourd'hui. Et c'est bien quoi pour ma communauté, c'est que bien au contraire, plus je crée, plus ils sont contents au moins qu'il y a une personne qui parle à travers la peinture. Donc, qui nous présente en fait dans la communauté, il n'y a pas beaucoup de femmes comme moi qui les font et on est à peu près trois artistes. Donc, il y a 3 hommes et une femme donc, qui produit à peu près qui sont en relien avec les anciens traditions et qu'aujourd'hui, on voit sur une autre forme de travail qui effectue. Et donc, c'est pour nos communautés, c'est une manière pour eux qu'ils sont vivants, quoi. Ils ne sont pas là ils ne peuvent pas nous dire qu'on ne les présente pas. Parce que sachant que quand on connaît donc de la population de l'intérieur de la Guyane, c'est que bon, il manque beaucoup de travail, donc les gens ne travaillent pas beaucoup. Et le fait que beaucoup reçoivent, donc ceux qui sont déclarés à la française, bien sûr, qui sont autochtones, mais qui sont français et sur l'état civil. Et donc, du coup, ils perçoivent des aides et qu'il y a beaucoup de gens, ils n'utilisent pas des aides telles qu'il a été prévu. C'est-à-dire que beaucoup vont dans l'alcool. Donc, du coup, il y a beaucoup de gens qui boivent et il n'y a pas beaucoup de gens qui travaillent dans l'artisanat. Donc, c'est que quand il y a une personne qui montre à peu près la valeur, parce que bon, on parle beaucoup dans la tradition, donc les gens sont feignants, ils sont alcooliques, ils sont suicidaires, il y a beaucoup de gens qui sont morts par pendaison. Ça ne donne pas une image. On a l'impression quand on voit tout cela, ce sont des gens qui ne savent rien faire. En fait, il y a beaucoup de choses, mais sauf que les gens... certaines personnes ne s'intéressent pas beaucoup à leur culture. Donc, j'ai l'impression qu'ils laissent un petit peu de côté. Parce que pourquoi je dis ça? Parce que ça fait 35 à peu près, 30 ans, pardon, que j'ai fait ce métier. Il y a beaucoup de non autochtones qui viennent me voir pour demander les traditions, ça veut dire quoi, etc. Le travail est passionnant. Mais je ne vois pas des jeunes de ma communauté qui viennent me demander, avant que, par exemple, les bois soient exposés dans les magasins, comment on fait ça et c'est quoi? Donc, c'est là aussi que je me pose la question. Est-ce que quelque part, des jeunes de chez nous, ils ne sont pas en train de perdre quelque chose? Et moi, je suis vraiment
intéressée que s'il y a des jeunes de ma communauté qui viennent, qui me demandent, etc., je dis que bon, cette personne, il est vraiment intéressée à apprendre à faire quelque chose. Et ce n'est pas du tout le cas que je vois tous les jours. Et ça m'inquiète, cet rapport. Et sachant que les personnes âgées, donc ils ne sont pas... les jeunes ne viennent pas pour en voir, pour savoir un peu plus de leurs traditions, etc., quoi. Et moi, ça me fait peur, ces côtés-là, le fait que je vois les jeunes ne s'intéressent pas beaucoup et qu'est-ce que ça va être plus tard, quoi. Voilà. Merci infiniment. C'est vraiment, oui, un élément central aussi que je suis heureux que vous abordiez maintenant. Chez vous, Candy, cette question de la transmission, est-ce que vous avez le sentiment que la transmission se fait? Et aussi, est-ce que vous souhaitez est-ce que vous souhaitez être active ou est-ce que vous souhaitez que vous soyez même vous-même un vecteur de transmission de votre pratique artistique? Absolutely. The same things that Tijuan just mentioned happen all over Indigenous country. These, I don't want to say problems, but these conditions of, drug and alcohol abuse and this disconnect from culture, it runs rampant through Indigenous communities all over the world. And part of that is because of colonization. And so us being able to take back these art forms that belong to us and our languages, and in some cases, hopefully people can take back their land, all of these things can help us as Indigenous people become stronger and more connected and heal what has happened to us. And so I absolutely want to give back to my community. That's something that my teachers taught me from the start. You learn something, you teach it. And so not just my weaving teachers, but my shamanic teachers as well. So that was the main reason why I pushed so hard to create that bilingual curriculum, because I wanted to not only give back the knowledge that I had gained through weaving, but also through my language learning. And right now I have, I hope, taken on an apprentice, a friend of mine, to teach her how to weave. I've done a couple classes here and there. I've had open weaving nights in the community for people to just come by and learn different techniques or just get together to try and build a little community, because like I said, there aren't very many weavers in Metlakatla. So these things are absolutely important for community, for the spirit. And I 100% agree with her that it would be amazing to get the younger people involved, because it instills a sense of pride in who you are and where you come from. And that's terribly important. Merci infiniment pour votre réponse. C'est vrai que vous soulevez un élément qui n'apparaît pas dans l'exposition, mais votre art, à vous entendre, Candy et Tijuan, est aussi une sonnette d'alarme sur les questions environnementales, bien sûr, ça c'est le thème de l'exposition, mais évidemment sur les questions sociétales dans les communautés autochtones à travers la planète aussi. Puisqu'on en est à parler de sonnette d'alarme, c'est un peu moins rigolo, mais pour qui n'a pas vu l'exposition, est-ce que vous pourriez nous dire, Tijuan et Candy, peut-être qu'on va commencer par Tijuan, dans quelle mesure votre art parle aussi de la crise environnementale d'aujourd'hui? Alors, d'ailleurs, c'est le tableau qui est exposé donc, dans la salle là où vous êtes, là derrière. Et je n'avais jamais posé la question avant d'avoir fait ces tableaux. Et je savais qu'il y avait un danger dans la forêt, mais quand je me suis mise à le peindre,
Et il a fallu que je pose tout, revoir les forêts qui sont coupées, d'avoir tous ces mercures jetés dans l'eau, d'avoir, une fois que le mercure était jeté dans l'eau et je vois ces courants d'eau, et puis que je commence à voir les villages. Quand je vois les villages et puis que je vois les gens qui vont à la pêche et qui commencent à pêcher, c'est là que je vois tous les dangers. Ce qui est vraiment la catastrophe, le catastrophique, quoi. Si d'ici aujourd'hui on ne fait pas grand-chose encore en Guyane française sur les rivières, dans 10 ans, les rivières ne seront plus consommables, quoi. Et quand je fais ce tableau-là, justement, c'est là que, un par un, je vois tous les soucis. Et moi, personnellement, ça me fait peur. En fait, quand je finis les tableaux, à la fois, quand je finis les tableaux, je disais, ouf, j'ai vu tous les choses, les dangers, et combien de temps encore, si on fait pas l'effort d'arrêter de couper les arbres, combien de temps encore que les arbres seront ici. Donc, tout cela me posait, quand j'ai fini les tableaux, alors qu'avant, je voyais les dégradations des rivières qui sont un peu sales, la rivière qui est sale, les orpaillages, les orpailleurs qui sont dans la forêt. Je voyais cela. Mais quand je travaillais, quand je suis en train des éléments sur le tableau, j'ai vu vraiment les problèmes, ce qui va être dans 5 ans, dans 10 ans à venir, quoi. Et je me suis dit, là, j'ai appelé les enfants qui sont chez moi. Je disais, les enfants, je les ai appelés parce qu'en fait, je suis une maman de 4 enfants au départ et ces enfants-là deviennent grands et ils sont tous partis de la maison et j'ai des enfants qui sont placés chez moi par le juge des enfants. Donc, j'en ai 10. La plus petite a 2 ans et les plus grands à 14 ans. Et il y a 10 enfants à la maison. Et quand je vais après expliquer, ne le touchez pas, voilà ce qui va se passer, regarde là, il y a les poissons ici, regarde le limet qui est ici, il est complètement malade parce qu'il a bu de l'eau. Et pourquoi, etc., etc. Et là, les enfants étaient là aussi en train de dire, mais on va vivre combien de temps? Je ne sais pas, ça c'est la question, mais c'est vrai que c'est très, très touchant et en travaillant sur ce tableau-là, c'est que j'ai vu tous les dangers qui si on n'arrête pas aujourd'hui, dans 5 ans ou 10 ans, il n'y aura plus d'eau, quoi. L'eau ne sera plus consommable, quoi. Et combien de temps encore? Voilà, quoi. Merci infiniment pour votre réponse. Il nous reste 10 minutes, mais je vois qu'il n'y a pas encore de questions du public. J'en profite donc pour adresser la même question à Candy. Dans quelle mesure comment votre art traduit la situation de crise environnementale qu'on connaît aujourd'hui sur la planète? Well, as you know, the salmon exhibition, or part of the exhibition, kind of weaves itself in with what I've created with the salmon offering mat. Salmon is a keystone species. If it dies out, the oceans will begin to follow. And so it took a while for us to figure out, at least for me, to figure out what I was going to create for this exhibition, because I knew it had to make a statement about these really important issues. And the salmon for us, it's not something we worshiped, it was something that we respected.
And the way we did that was when we caught salmon, we would honor it by either setting the bones on a cedar mat and burning it in the fire or pushing it out to sea. And that was our way of letting the salmon return to where they came from, but to also ask them to return to us the following year. And that respect for the salmon translates over all other aspects of our lives, whether it be out in the woods gathering cedar bark or on the beach gathering cockles and clams or seaweed. And I realized that that connection was how I was going to create these other pieces for the exhibit. So you'll see that with the seaweed gathering basket, the cockles and clams basket, the berry picking baskets, it's all, everything is interconnected. And I think the thing that I wanted to share the most is our Indigenous cultures and the way that we respect everything is a lesson that needs to, I think, be used by the world. The way we have done it works. And you can see that by how the world is going today, over harvesting water and coal and all of these things that are literally destroying the planet. If we could just pull ourselves back and not be so greedy and I just think these lessons can be applied to everything. And yeah, I don't know. I'm not sure what else to say about that. Merci infiniment. Merci beaucoup pour vos réponses. Je rappelle au public que les questions peuvent être posées à nos deux artistes par la fonction, ça s'appelle QR, questions et réponses en français. N'hésitez pas à poster vos questions si vous en avez. Je vais peut-être, pour ma part, en attendant peut-être que des questions du public arrivent, poser une dernière question à nos deux invités. J'utilise le féminin. Ça a peut-être échappé à Candy, puisque la dimension est perdue dans la traduction du titre en anglais. Je voulais savoir, pour Tiwan et pour Candy, si vous avez le sentiment que d'être une femme artiste autochtone, d'être une femme autochtone influence votre art? Est-ce qu'elle oriente la manière dont vous vous exprimez à travers votre art? Tiwan? C'est sûr que je ne sais pas si, attends, je vais vous dire, je ne sais pas si je peux me permettre de parler en tant qu'une femme. C'est que sachant que je suis mariée à un Européen, donc qu'il a tout à fait compris mon travail. Et si peut-être que si je m'étais mariée avec une communauté comme moi, c'est pas sûr que j'aurais fait tous les déplacements pour montrer mon travail parce que les hommes de chez nous, ou les femmes aussi d'ailleurs, c'est que quand ils font quelque chose, ils ne peuvent pas s'éloigner d'au moins une semaine de l'un de l'autre. Et le fait que moi, c'est comme si, pour ma communauté, c'est comme si je suis libre en fait. Alors que pour moi personnellement, parce que c'est ma vie, c'est ma vécu, ce n'est pas éloigné. Donc, je me pose la question à moi-même aussi. Parfois, je me dis que si autochtones, les Wayana ou les Téco aujourd'hui, quelle serait, est-ce que j'aurais pu faire des expositions 15 jours absents chez moi? Est-ce que
est-ce que je peux être absentée pendant une semaine de chez moi, quoi. Je vois ça parce que jusqu'à maintenant, ce que je vois des femmes qui essayent de faire quelque chose, c'est qu'à chaque fois, il y a le concubin ou alors, ou le contraire aussi, hein, quand l'homme, il essaye de faire quelque chose, c'est que ça fait toujours des difficultés. Et pour moi, je n'ai pas eu ces connaissances-là, quoi. Donc, du coup, mon mari m'a beaucoup soutenue dans ce sens où j'ai beaucoup travaillé pour présenter ma communauté et il m'a beaucoup soutenue dans ce sens. Et donc, du coup, pour les femmes qui sont comme moi, ils me disent que, ben, pourquoi tu vas, par exemple, à Paris? Ton mari n'est pas jaloux? Et souvent, je leur dis, les jalousies, il existe, mais il faut savoir quel est notre métier exactement et avec qui nous sommes aussi. On ne peut pas. Alors, j'expliquais là. Et pour certaines personnes, c'est tellement difficile pour eux parce que ce n'est pas la même manière des choses. Et je leur ai dit, ben, c'est aussi l'école qui me fait en sorte que je m'exprime pour parler, pour présenter de travail que nous faisons. Il faut aller loin pour parler de travail que nous faisions, quoi. Et c'est très, très riche en tant qu'une femme. Déjà, et on dit chez nous que c'est la femme. Toutes les traditions orales, tout cela, c'est la femme qui les donne aussi, puisque c'est la femme qui met les enfants au monde. Et donc, pour ma communauté, aujourd'hui, ils disent que, bon, j'ai vraiment beaucoup travaillé, quoi, pour devenir ce que je suis devenue maintenant. Je ne sais pas si je réponds à la question. Merci infiniment. Leur avant, j'aimerais, si Candy veut se prononcer aussi sur cette question elle est bienvenue pour le faire. Je vois que nous avons une question du public, alors peut-être que Candy peut passer d'une question à l'autre. La question du public de Chantal Courtois, que vous connaissez et qui vous salue, est de savoir sur quelle œuvre vous travaillez actuellement. Mais peut-être, je laisse le micro à Candy pour commencer. I've been very fortunate to have been able to surround myself with very talented, smart, and creative women in my field and in the just weaving in general, textiles. Holly Churchill, Dolores Churchill, Stacey Williams. There's too many to even name right now, but I'm very fortunate that I have been able to forge these friendships with all of these amazing women. Our artworks are a little bit looked past in the art world. Formline is an easy thing for people to recognize right away, and it just grabs your attention. Textiles don't do that. So in that regard, it is a little bit difficult for women in this modern day and age. Sorry, can you repeat that second question for me? La deuxième question était absolument sans rapport avec la première. La question était de savoir sur quelle œuvre vous travaillez actuellement. Et quels sont vos projets pour le futur? Right now, I'm working on a really tiny project. It's for a gallery, and the theme is spring, so it's kind of a surprise. I'd show you, but I can't. I finished a traditional cedar hat recently, and I just got a commission for 3 more. So I'm very excited for that. Merci infiniment, Candy. Peut-être je laisse Tiwan s'exprimer aussi sur ses projets présents et futurs. Alors, mon projet présent qui va être aussi en expo, si tout va bien, en juillet. Mais il y a une petite ville à côté de, je ne sais pas si c'est Grenoble ou Montpellier. Et normalement, il y a un thème aussi, c'est la forêt et les oiseaux.
Et donc, je suis en train de travailler sur un grand support. Donc, c'est déjà raboté et poncé. Il suffit que j'ai encore un peu de temps pour que je puisse commencer à dessiner. Là, je laisse au moins de ce mois-ci, avril, jusqu'à il faut que ça soit livré pour le début du mois de juin. Et c'est un grand support de 1,30 m de diamètre et dans lequel donc, il y a un thème, donc les oiseaux d'Amazonie, etc., etc. Et je suis en train de visionner comment je vais intégrer des animaux encore dedans dans les ronds, quoi. Donc, voilà, ça c'est un projet là prochainement. Et après, j'aurais pour moi, personnellement, c'est que je vais travailler sur un bois assez précieux, donc on appelle ici les bois serpents. C'est des larges de largeur et 50 cm de large, et sur un bois de 4 mètres de long peut-être. Et je vais peindre et ça va être, ça c'est un projet personnel que je vais faire pour que je puisse mettre dans la salle, dans ma salle à moi. Et c'est sur un bois qui est vraiment, le bois il est un peu jaune, mais avec les couleurs en foncé à l'intérieur qui fait des traces de serpent. C'est pour ça que ça s'appelle du bois serpent. Et voilà, c'est sur lequel je vais travailler prochainement pour à la fin d'année. Donc, du coup, j'ai à peu près là, peut-être 5 mois de travail déjà en cours que je vais faire, quoi. Voilà, voilà. Merci Tiwan, merci Candy. Il est passé 20 heures ici en Suisse. On doit clôturer cette rencontre qui était extrêmement riche. On a touché à plein de sujets, des plus ou moins faciles à aborder, des plus ou moins lourds. Mais je vous remercie infiniment pour les éclairages que vous avez apportés à notre public et à nous-mêmes ce soir. Au nom d'Anouk, Lucie et moi, je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Et je vous souhaite alors de beaux projets d'avenir en espérant vous rencontrer à nouveau au Musée d'ethnographie de Genève. Merci infiniment. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci infiniment pour ce rendez-vous. Merci aussi à nos interprètes qui nous ont accompagnés au cours de ces 4 rendez-vous du GAC Tekepu. And to conclude, I want to say a special thank in English to Candy, who has been following the whole meeting in French today. Thank you, everyone. Have a nice evening. Bonne soirée à tous. Et merci à Tiwan aussi. Merci. Au revoir. À bientôt. À bientôt.